Un peu. C'est parti. Bonsoir tout le monde. On va débuter cette séance publique, si vous le voulez bien, du 19 janvier 2026, première séance de 2026. D'abord, merci d'être là. Content de vous revoir pour cette nouvelle année qui va démarrer rondement déjà. Les services ont débuté la semaine dernière, même il y a 2 semaines maintenant, même à l'Hôtel de Ville. On y va avec la séance publique. On a quelques sujets ce soir, évidemment. Oh, je n'ai pas le bon nombre de jours, je vais vous donner ça. On a en point 1, la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès verbal. Il y en a 3 en fait. 3.1, la séance ordinaire du 8 décembre 2025. 3.2, séance extraordinaire du 15 décembre 2025. 3.3, séance extraordinaire du 15 décembre 2025. En 4, dossier de la mairie, 4.1, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2026. 4.2, correspondance. 4.3, 105e anniversaire de Mme Jeannette Rivière. 5, les dossiers de la direction générale. 5.1, indicateur municipal léger, sondage pour un octroi de mandat. 5.2, règlement 2026-507 instituant un programme de remboursement de la tarification de compensation du service d'aqueduc, égouts et de la cueillette de traitement des ordures pour un 2e logement intergénérationnel, avis de motion et dépôt de projet de règlement. 5.3, règlement 2026-508 sur la tarification, avis de motion et dépôt du projet de règlement. 5.4, projet de construction de logements abordables de la place Bastien, contribution municipale bonifiée. 5.5, travaux de rénovation majeure pour le bâtiment de l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs au 5 rue de la Fabrique, contribution municipale. Dossier de la trésorerie en 6, 6.1, autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2026. 6.2, règlement 2025-506, décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2026, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égouts et de la cueillette et du traitement des ordures. 6.3, compte à payer au 31 décembre 2025. 6.4, libération du fonds de garantie et biens du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 6.5, libération, même principe, du fonds de garantie en biens du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période, cette fois c'est du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. 7, urbanisme et environnement. 7.1, acquisition d'une partie du lot 6 635 182 rue Comeau. Mandat à un arpenteur et un notaire et autorisation de signature. 7.2, acquisition du lot 6 643 476 route Saint-Louis. Mandat à un notaire et autorisation de signature. 7.3, nomination membre résident du comité d'urbanisme. 7.4, entente pour accéder au service de SACLIC. 8, développement et tourisme, pas de point ce soir. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, entente intermunicipale Aréna Léopold Leclerc, version révisée, autorisation de signature. 10, travaux publics et bâtiments. 11, sécurité publique. 11.1, rapport annuel 2025 des interventions du service secours incendie Avignon-Est. 11.2, uniformisation des APRIA pour le service secours incendie Avignon-Est. Prochaine séance du Conseil en 12, 13 autres sujets, 14 tours de table du Conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levées de la séance. Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Proposé par Denise Leblanc. Merci. Ça nous amène au point 2, la période de commentaires et de questions sur des sujets à l'ordre du jour que je viens de nommer. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Oui, monsieur. La machine là, pour les logements, là, pas de logements, là, mais les maisons là, que. Abordable. Pas abordables, les maisons que tu as 2 personnes dedans, là, comme 2 logements. Intergénérationnel, oui. Oui, c'est ça. C'est quoi le règlement là? Bien, en fait, ça, c'est un nouveau règlement qu'on veut adopter ce soir. C'est une demande qu'on a souvent. C'est des gens, des fois, il y a une considération pour les maisons intergénérationnelles. C'est un concept où il peut y avoir parents, enfants dans une même maison. Mais cette résidence-là doit avoir des espaces communs. Ça peut pas être deux bâtiments là, séparés. Il doit absolument avoir des espaces, soit une cuisine ou un salon en commun. Et une fois qu'un bâtiment est intergénérationnel, ben, ça donne le droit. Il y a seulement une taxe de service qui est prélevée pour ces bâtiments-là, les égouts, l'aqueduc, les matières résiduelles. Maintenant, on a beaucoup de. Ben, pas beaucoup, on a quelques cas dans la ville, ça nous a été demandé depuis plusieurs années, de résidents qui habitent, un parent avec son enfant ou 2 frères et sœurs âgés de plus de 65 ans, qui habitent dans une maison qui est divisée en deux logements, un dans le sous-sol, un dans le haut, par exemple.
Pour nous, c'est considéré comme 2 appartements au sens, au sens foncier. Donc, il y a un compte de taxes pour ce bâtiment-là. Et il y a deux fois les taxes de service, l'eau, le caduc, etc. Et ce qu'on veut faire avec ce règlement-là, c'est de dire, bien, nous, la Ville, on ne peut pas agir sur le compte de taxes, sur l'évaluation foncière. Par exemple, on va émettre un compte de taxes. Mais s'il y a des personnes dans des situations intergénérationnelles ou de lien filial, familial, là, des frères et des sœurs qui ont plus de 65 ans, ou encore un parent avec son enfant et vice-versa dans le logement, ils peuvent venir nous voir à la Ville chaque année avec leur compte de taxes et on va reconnaître ça puis on va leur donner l'équivalent du montant des taxes de service qui sont perçues parce que les taxes sont payées en double pour les taxes de service. Donc ça représente dans ces situations-là là, un montant de 890 qui serait remboursé. Ça veut-tu dire comme au bloc à Jacques Normand qui paye une taxe d'eau pour chaque loyer, puis... Là, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Ouais, le bloc dans le bloc à la Croix, là, le bloc à Jacques Normand. On a tout le temps appelé ça le bloc à Jacques Normand. C'est Yann qui l'a fait. Ah non, non, ça c'est un... Non, non, tout le logement régulier, c'est vraiment pour des cas où, souvent, ce qu'on voit, ça pourrait être un jumelé, 2 résidences qui sont collées, ou souvent, c'est des maisons, là. Puis un enfant va faire un petit logement d'appoint pour son parent ou vice-versa. Un parent fait un logement d'appoint pour un enfant qui a besoin d'accompagnement. Mais dans ces cas-là, ben, il pourrait venir nous voir à la Ville, puis là, on pourrait créditer une taxe de service. Et un autre point aussi. J'ai construit dans la rue Lacroix des maisons intergénérationnelles dans le temps. Les 2 dernières maisons au bout de la rue, Lacroix puis L'Agacé, c'est possible. Il y en a quelques-unes. Tracadiège Ouest, il y en a une. Il y en a quelques... Ben, tu as déjà habité, toi, là, justement? Ouais. Ça en était une dans le temps. Oui, oui. Oui, on était dans une situation où, effectivement, on avait un parent qui était dans la même maison, qu'on aurait pu bénéficier de ça pendant cette période-là. Oui. C'est pour ce genre de situation-là. Pour le loyer derrière l'église, là? Oui. Ils font des rénovations. Ils vont-tu faire un ascenseur là-dedans? Ou... Je crois pas que ce soit... J'ai pas les plans, mais non, là, ça me surprendrait. Comment ça, quand la Ville fournit une subvention pour les aider à faire quelque chose qu'ils ne demandent pas de faire un ascenseur, vous allez faire des loyers là, en avant de l'aréna, ça ne sera pas demandé. Là, devant l'aréna, non, il n'y aura pas d'ascenseur dans ces loyers-là non plus. Il y a des loyers qui sont adaptables, mais c'est pas... Souvent, dans des projets d'habitation abordables, sociales comme ça, ben, il y a un pourcentage de loyers qui sont adaptables, mais c'est rarement 100% des loyers qui sont adaptés là, avec les ascenseurs. Parce qu'à Maria, me semble, les maisons à loyer modeste qui ont des ascenseurs. Tu as fait, mais tu peux aussi mettre à faire comme il faut tout de suite. Mais là, dans le cas de la fabrique, c'est un bâtiment existant là, qui est rénové. C'est des coûts importants, on va le voir, là, mais il n'est pas prévu d'ajouter un ascenseur au bâtiment. Là, ça serait peut-être bon, travaux. Je penserais à entretenir, au lieu de mettre des coûts importants à rénover. À un moment donné, il y a des choses qui ne marchent pas. Quand ils font une nouvelle habitation à prix modique, ben, ils pourraient... Ça ne coûte pas des millions quand tu le fais de suite. Hein. C'est comme on dirait, là, des fois, c'est mieux de prendre 5 minutes pour aller aux toilettes que de prendre 20 minutes de nettoyer comme ça. Mais tu le prévois de suite, ça coûte pas cher, mais après ça, il est trop tard. C'est un défi, les budgets. Là, dans une place Bastien, par exemple, là, bon, c'est 14 logements. Puis c'est très difficile de boucler avec les subventions qu'ils ont présentement. Ça prend une contribution de la municipalité, ça prend des congés de taxes pour arriver avec les bâtiments, puis on essaie d'aller au minimum dans les coûts. Mais il y a 2 logements qui sont adaptables sur les 14, mais si on voulait avoir des ascenseurs et la totalité des logements adaptés, les subventions ne fonctionnent pas, il n'y en aurait pas de logement. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans dans des marchés. Puis, moi, en tout cas, je vois derrière l'église, des fois. Par rapport à ça, derrière l'église, si tu regardes ça, vous allez rénover, mais ils n'ont pas de sortie de secours. Au deuxième, le feu prend, ils ne peuvent même pas sortir dehors. Il faut plus de sortie de secours. Là, je ne suis pas au courant des détails. Là. Je sais qu'ils travaillent avec des architectes, des ingénieurs, là, mais je ne sais pas s'il y a des ajouts qui sont prévus de sortie de secours ou quoi que ce soit. Je n'ai pas cette information.
un moment donné, il faudrait que vous voulez, vous dites que vous vouliez faire de quoi pour les personnes à mobilité réduite, mais à un moment donné, il faudra commencer. Vous me dites tout le temps, ça ne va pas à ma vitesse, c'est pas que ça ne va pas à ma vitesse. Et si tu fais un gâteau puis il n'est pas bon, même si tu mettras du crémage dessus, il ne sera pas meilleur. À un moment donné, il faut que tu mettes les bons ingrédients à la bonne place. Oui, on est d'accord, puis c'est ce qu'on vous dit à chaque rencontre, on veut tendre vers l'accessibilité, mais est-ce qu'on peut le faire à 100% partout? La réponse est non. Si on veut rendre le bâtiment, le Bastien, si on voudrait qu'il soit 100% accessible avec des ascenseurs, bien, au lieu d'avoir un bâtiment de 14 logements avec 2 logements accessibles, on aurait juste 0 projet. On n'aurait pas parce que les subventions sont pas. Le programme n'est pas monté pour ça au Québec. On a une subvention qui est dans un programme national, puis c'est pas adapté à ces situations-là. Donc c'est sûr qu'on peut avoir cette ambition-là, mais c'est juste pas réaliste dans ces paramètres-là. Si ça coûte 60 000, mettre un ascenseur, c'est aussi bien de le mettre tout de suite. Oui, mais là, présentement, là, il n'y en a pas d'argent de trop. Là. Le défi, c'est de faire attacher ce projet-là. Puis je ne sais pas c'est quoi les coûts d'un ascenseur, là. Mais ça veut dire que c'est de l'ingénierie, c'est des architectes, puis c'est des coûts supplémentaires, assurément. Un ingénieur chez nous, ça va coûter à peu près 35 000. Avez-vous d'autres questions? Non, sur le sujet à l'ordre du jour? C'est une suggestion. C'est bien, c'est noté. Merci. D'autres questions sur les sujets à l'ordre du jour? J'aurais le goût d'ajouter une cerise sur ton sundae, et non pas quelque chose. Comme en Gaspésie, la proportion de personnes âgées augmente rapidement par rapport au reste du Québec, on pourrait peut-être penser justement à avoir des ascenseurs dans des logements à prix abordables. Oui, bien, on est d'accord, là. On est d'accord. L'enjeu, c'est des programmes qui financent le logement abordable. C'est pas la ville qui administre ces programmes-là. C'est la Société d'habitation du Québec. C'est elle qui finance ces logements-là. Nous, la ville, on est des partenaires, donc on a une petite contribution, mais ils ne sont pas adaptés à ces réalités-là présentement. Mais il n'y aurait pas un tiroir à quelque part dans les programmes pour les personnes âgées où vous pourriez aller chercher ce qu'il faut pour faire un ascenseur? Non, je vous dirais que les tiroirs, on essaie d'aller chercher le maximum juste pour réaliser le projet comme il est là. Sur le 14 logements, je le disais, il y en a 2 qui sont adaptables. Puis c'est très difficile. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis qu'on demande à FTQ, Fonds fiscalisé, de repousser, parce qu'ils voulaient nous enlever le financement. On disait non, on va trouver des solutions, puis on va le compléter le montage financier, puis c'est très difficile. On donne un congé de taxe, on paye le terrain, donc la contribution de la ville est importante dans ces projets-là. Et malgré ça, on a quand même des défis. Là. Donc si on ajoute des frais encore plus, ben, le projet ne se réalisera pas, tout simplement. Mais comme le montant que vous mettez dans le budget participatif, les personnes âgées vont avoir des participations aussi. Oui, bien, des budgets inutiles, puis... Ça c'est votre opinion, mais les personnes âgées utilisent aussi les projets qui émanent du budget participatif. Je pense au mini-golf, entre autres, qui avait été déposé par une dame qui faisait ce loisir-là du côté de Gatineau, personnes âgées qui l'apprécient. Il n'y a pas grand personne âgée qui va dans le jeu d'eau. Bon, s'il vous plaît, on va ramener, mais je pense que ça fait le tour pour les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? On pourrait procéder au point 3, l'approbation du procès-verbal. On a 3 procès-verbaux, en fait. Le premier, c'est la séance ordinaire, la dernière séance ordinaire du 8 décembre 2025. C'est conforme, j'aurais besoin d'une proposeur. Proposé par David Landry. Merci. Le 3.2, la séance extraordinaire du 15. Il y en a 2, là, le 15 décembre. Il y avait la séance où on a adopté le budget. Le budget doit s'adopter dans une séance avec uniquement le budget. Puis il y avait une deuxième, c'était un règlement sur le règlement qui décrète le budget, l'imposition de la tarification. Donc, le premier, 15 décembre 2025, quelqu'un propose l'adoption. Procès-verbal. Régis Leblanc propose. Et en 3.3, la deuxième séance du 15, proposée par Amélie Dallaire. Merci. 4. Dossier de la mairie. Proclamation en 4.1 de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. C'est le 13 mars prochain qu'on proclame cette journée-là. Ça fait une journée nationale. L'ensemble des municipalités du Québec sont invitées à le faire, à le signifier, une fois que la résolution est adoptée, si vous êtes toujours d'accord, évidemment.
À ce moment-là, on va dans nos outils de communication, réseaux sociaux, bulletins, le Hublot, on va faire la promotion pour cette journée-là du 13 mars prochain. Ça vous va? Quelqu'un propose? Alain Turcotte a fait la proposition. Merci. 4.2, correspondance. On a reçu une correspondance officielle là, au cours des dernières semaines du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le programme PAVL, j'oublie l'acronyme, programme d'aide à la voirie locale. On avait déposé un projet pour refaire la chaussée de la route Saint-Louis, de la 132, toute la partie asphaltée, en fait, là, essentiellement. Non, de la voie ferrée, c'est-à-dire jusqu'au pied des côtes, là, en bon français, mais où l'asphalte se termine. C'est la troisième fois qu'on dépose dans ce programme-là. Notre projet est prioritaire dans la planification de la MRC. Puis on a essuyé un troisième refus. Pour ceux qui fréquentent la route Saint-Louis, c'est pas du luxe. Là. La chaussée est vraiment en très mauvais état. À l'échelle du Québec, c'est 80% des projets qui ont été déposés dans ce programme-là qui ont été refusés. Donc, il y a vraiment un enjeu, un manque de financement qui nous cause problème avec ce projet-là. On aura à réfléchir à comment on risque de faire des interventions ponctuelles l'été prochain pour essayer d'étirer encore, mais on est vraiment dans une situation problématique à ce niveau-là, mais la réponse est claire du ministère des Transports. J'ai fait des représentations auprès du ministre puis auprès de son cabinet dans les derniers mois, puis ça n'a pas escompté. Il y a seulement dans le sud de la Gaspésie, il y a seulement New Richmond et Chandler qui ont été acceptés dans ce projet-là. Toutes les municipalités déposent des demandes. À chaque année, c'est une subvention, c'est un projet de 800 000. La subvention couvre environ 90 %. On parle d'à peu près 720 000 sur un 800 000 en aide financière directe, en subvention. Difficile de s'en passer. Voilà pour la correspondance. 4.3, on voulait souligner ce soir, en fait, là, le 105e anniversaire de Mme Jeannette Grégoire-Rivière, fière résidente de Carleton-sur-Mer, autrice. Je pense qu'elle a de la famille aussi qui est avec nous. Filleule, donc on est très... Rares sont les centenaires, passé 100 ans, rendu à 105, c'est digne de mention. Donc, il y aura une mention dans le journal municipal, dans le Hublot, là, qui sera diffusé en février. Mais on va passer le message, évidemment, à Mme Rivière dans les prochains jours. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de souligner, donner la motion? Mme Leblanc propose. Merci. En 5, dossier de la Direction générale et du greffe. Maintenant, indicateur municipal léger, sondage, octroi de mandat. On a approché la firme Léger, que vous connaissez probablement, qui font un sondage, ce qu'ils appellent leur indicateur municipal. À chaque année, là, ils diffusent des résultats pour différentes municipalités au Québec. Ils font un sondage là, pour voir un peu le niveau de satisfaction de la population à l'égard des services municipaux, comment la ville est administrée, le service à la population qui sont offerts, etc. Et on voulait, comme il y a eu des élections à l'automne dernier, suite aux élections, on a un processus où on veut revoir la planification stratégique. On va prendre le temps dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de renouveler notre planification stratégique pour se donner une vision pour les 4 prochaines années avec ce nouveau conseil. Et pour nous aider dans ces réflexions-là, on voulait avoir le pouls de la population sur leur niveau de satisfaction sur la ville, sur les services qui sont offerts. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec Léger pour s'inscrire dans cet indicateur municipal-là. Ce que ça permet, c'est d'avoir une rigueur là, dans la méthodologie, d'avoir un sondage fiable, puis aussi d'avoir des résultats qu'on va pouvoir comparer à d'autres municipalités au Québec. Il y a plus d'une quarantaine de municipalités qui font cet exercice-là. On va pouvoir avoir des comparables pour voir où on se situe, comment s'améliorer. Donc, c'est un mandat qui est... on a une offre de service qui a été déposée au coût de 16 500 $ sans les taxes. Et donc, l'objectif de la résolution, ce serait de donner le mandat à Léger ce soir, puis d'autoriser M. Audette à signer tout document en lien avec la réalisation du mandat. Les résultats seraient attendus là, quelque part en mars-avril, si on donne le mandat rapidement. Ça va? Régis Leblanc a fait la proposition. Merci. 5.2, règlement 2026-507 instituant un programme de remboursement de la tarification de compensation du service d'aqueduc, égouts et de la cueillette et de traitement des ordures pour un deuxième logement intergénérationnel. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est ce que j'expliquais d'entrée de jeu là, dans les questions. Donc, c'est vraiment ce nouveau programme-là qu'on veut mettre en place pour favoriser, pour inciter les gens qui sont dans des situations intergénérationnelles ou qui habitent parents, enfants dans un même logement ou dans 2 logements contigus.
Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Merci. 5.3, règlement 2026-508 sur la tarification, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Ça, c'est un règlement général qui rassemble toutes les tarifications à la ville. On en a plusieurs, les locations de salles, le camping est inclus là-dedans, location de glace à l'aréna, bon, toutes les demandes de dérogation mineures, bon, tout ce qui est à l'urbanisme, il y a toujours un montant de rattaché avec ces demandes-là. Et ça se retrouve tous dans un seul et même projet. Essentiellement, là, ce qu'on vient faire pour 2026, c'est d'augmenter un petit peu la tarification de la location de glace de 3 les locations des salles s'augmentent de 3 pas de changement au niveau de la billetterie du Quai des Arts. Au camping, on est dans une moyenne d'augmentation des tarifs de... j'arrive. Pour la basse saison, 3,3 et en saison régulière, 3,1 d'augmentation de façon générale pour les tarifs. Est-ce que ça va, membre du conseil? Si oui, ça aurait besoin d'une proposition pour adopter cette résolution-là, puis pouvoir aller de l'avant avec ces tarifs pour 2026. Proposé par Alain Turcotte. Merci. 5.4, projet de construction de logements abordables de la place Bastien, contribution municipale bonifiée. C'est ce que je vous expliquais. La place Bastien, c'est un 14 logements qui est face à l'aréna d'un terrain qui appartient à la ville pour présentement, qui sera cédé aux habitations Tracadièche. Ils ont reçu le financement, ils ont acheté le montage financier, il restait des petits détails à fignoler. Initialement, pour ce projet-là, il y a un congé de taxes qui est donné par les municipalités, comme dans tous les projets d'habitation abordables. C'est un congé de taxes sur 30 ans qui était prévu dans le montage financier et on faisait le don du terrain aussi. Ce que les habitations Tracadièche nous ont demandé pour faciliter le montage financier, c'est de baisser le congé de taxes, de passer de 35 à 30 ans, de diminuer, puis ces en fait, le montant qui était prévu pour ces 5 années-là, de leur donner maintenant. Donc, on passerait à 30 ans de congé de taxes et on donnerait une contribution directe financière de 105 000. Pour nous, pour la ville, comme on a des visées à long terme, ça n'a pas, on a la capacité de le prendre dans notre surplus non affecté. C'est un 105 000 qu'on donne aujourd'hui, mais au lieu d'attendre 35 ans avant d'avoir des retours des paiements de taxes de ce bâtiment-là, ça sera dans 30 ans qu'on va pouvoir aller chercher les taxes foncières pour ce bâtiment. Donc, la résolution vient dire qu'on va contribuer pour un montant de 105 000 puis qu'on est prêt comme partenaire à recevoir d'autres demandes de contribution si jamais il y a besoin, là, parce qu'on est vraiment dans les derniers instants. Là. Il reste quelques semaines avant de finaliser ce projet-là. Là. Il y a vraiment des enjeux de temps impartis pour confirmer le financement pour que la construction puisse débuter puis qu'on puisse garantir les subventions des fonds fiscalisés de la FTQ. Alors voilà, est-ce que ça va pour cette proposition? Oui, David Landry a fait la proposition, merci. 5.5, travaux de rénovation majeurs pour le bâtiment de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs aux 5 rue de la Fabrique. Contribution, c'est pour le bâtiment là, entre l'école Bourg et l'église, vous l'aurez compris, tout près du Quai des Arts. C'est un projet de, si j'arrondis, 5,5 millions de rénovation. Projet majeur, le bâtiment est en très mauvais état. Il y a des réparations à faire sur les fissures, tous les revêtements extérieurs, portes et fenêtres, les cuisines, les salles de bain, l'intérieur des logements. Donc, comme c'est des travaux qui sont financés par la Société d'habitation du Québec, la contribution qui est demandée à la ville, ça équivaut à 10 %. C'est toujours comme ça que ça fonctionne dans le logement social abordable. La SHQ paye 90 % de la facture. La ville, on nous demande 10 %. Ça représente là, 550 000 la contribution municipale qu'il faut confirmer ce soir pour que le projet puisse aller de l'avant. Les travaux seront prévus, on n'a pas la date, là, mais ça, vous avez à l'écran le rapport, là, la présentation là, des travaux qui seront à faire, mais c'est des travaux substantiels. Là. Il y a même un petit montant de prévu dans le montage financier, là, dans les coûts pour relocaliser les locataires, là, le temps que les travaux se fassent dans leur logement. Mais c'est des travaux de structure, vous voyez, santé, étanchéité, mise aux normes des bâtiments, des travaux correctifs aussi. 5,4 millions au total. C'est des travaux qui débuteraient quand, sur Odette, savez-vous? Je ne sais pas si on a le détail. Confirmation. Donc, on est sur un échéancier de 35 à 40 semaines avant le... Oui.
Puis là, ben, peut-être c'est ça, là, dans le fond, la résolution qu'on passe ce soir, la confirmation du financement de la ville est le dernier élément qui manque pour pouvoir déposer le projet à la SHQ. À partir de l'obtention de la confirmation du financement, là, c'est l'échéancier qui est comme ça. Et l'OH avait l'air confiant là, que c'était relativement rapide pour avoir une réponse de la SHQ pour des projets de rénovation majeure. Donc, on arriverait avec des appels d'offres dès le début des travaux 4 semaines après la confirmation de financement. Donc, ça pourrait peut-être se faire, si tout va bien, en 2026. C'est quand même rapide. Alors voilà, est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose, merci. En 6, maintenant, les dossiers de la trésorerie. 6.1, autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2026. À chaque mois, vous voyez passer les dépenses là, que le conseil doit approuver. Il y a toujours 2 grandes sections. Il y a les comptes à payer, c'est des factures qu'on reçoit au cours du mois, que les membres du conseil reçoivent, doivent approuver. Puis une fois que la résolution, comme ce soir, est adoptée, là, les chèques sont émis. Mais il y a aussi une grosse portion des montants qu'on reçoit chaque mois qui sont déjà payés. Les paies des employés, tout ce qui est téléphone, Internet, Hydro-Québec, là, les comptes courants réguliers, avec cette résolution-là qu'on adopte en 6.1, c'est des dépenses qui totalisent 6,9 millions. Ça permet à l'équipe, à la ville, de payer sur réception des factures ces types de dépenses-là. Et ensuite, à la fin du mois, les membres du conseil reçoivent évidemment toute la liste là, des factures qui ont été payées durant le mois, puis de la liste des factures qui nécessitent l'approbation du conseil avant de pouvoir émettre les chèques. Alors, ça permet d'accélérer le tout, cette résolution-là, en 6.1, qu'on doit adopter à chaque année, en début d'année. Ça va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose, merci. 6.2, règlement 2025-506 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2026, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égouts et de la cueillette du traitement des ordures. C'est la dernière étape pour adopter le règlement sur les prévisions budgétaires. Essentiellement, c'est ce qui nous permet, on dépose le budget, on adopte le budget, mais c'est ce règlement-là qui nous permet par la suite d'envoyer les comptes de taxes dans les maisons. Donc, je ne referai pas la présentation du budget, là, ça a tout été fait là, en décembre dernier, mais c'est la dernière étape qui va nous permettre d'envoyer les comptes de taxes là, au cours des prochains jours dans l'ensemble des foyers du territoire. Quelqu'un propose l'adoption? Proposé par Amélie Dallaire. Merci. 6.3, compte à payer au 31 décembre 2025. Il y en avait pour un montant total de, vous voyez, 483 000. Ça, c'est les comptes à payer. Et l'autre section, débourser, facture payée, ça, c'est la portion là, on n'attend pas la résolution du conseil pour le décaisser. C'est 468 702 pour un total de 952 003. Vous avez reçu la liste exhaustive des factures. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est une proposition. Monsieur Turcotte en fait la proposition. Merci. Prochain point, 6.4 et 6.5, c'est le même, je vais vous l'expliquer là en bloc, là, mais c'est la même logique, la même mécanique pour les deux. C'est libération du fonds de garantie et bien du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. Pour nos assurances, on se regroupe au sein de l'Union des municipalités du Québec. Plusieurs municipalités se regroupent ensemble pour aller chercher des économies d'échelle, pour avoir des coûts plus bas en assurance. Et ces regroupements-là sont divisés par secteur. Nous, on fait partie du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et lorsque l'UMQ va chercher des soumissions de l'Union des municipalités du Québec pour les assurances, dans le prix que les assureurs nous font, ça tient compte du fait qu'on a en place un fonds de garantie. Toutes les municipalités qui se sont mises ensemble, se créent un fonds de garantie. Dans notre cas, c'est 75 000. Que chacune des municipalités contribue à cette enveloppe de 75 000. Puis ça sert à payer des petites réclamations. Au lieu que l'assureur paye à chaque fois, ils vont piger dans ce petit fonds-là. Ça nous permet d'avoir des coûts d'assurance plus bas. Mais si, au terme de l'année de référence, ce fonds-là n'a pas été utilisé, a été moins utilisé que prévu, les municipalités qui ont mis l'argent dedans, le 75 000, on se le redonne. Et là, dans 6.4, c'est pour libérer le fonds de garantie de 2017. On comprend que là, dans les municipalités qui étaient là en 2017, tout le monde, il n'y a pas eu de réclamation, tout est complété. On peut se redonner l'argent au même prorata qui a été mis dans ce fonds de garantie-là. Ça représente pour nous, la ville, 4 772 en 6.4, puis en 6.5, c'est exactement le même principe, mais
pour 2018, qui va représenter le même montant aussi, 4 772. Alors, je vais y aller pour le premier, 6.4, parce que j'ai une proposition pour libérer le fonds de garantie, autoriser l'Union des municipalités. David Landry propose. Et 6.5, même principe pour 2018, cette fois-ci. Quelqu'un propose. Alain Turcotte propose. Merci. 7. Maintenant, dossier de l'urbanisme et de l'environnement. 7.1, acquisition d'une partie du lot 6 635 182 rue Comeau, mandat un arpenteur et un notaire et autorisation de signature. Je ne sais pas si c'est possible de l'avoir à l'écran là, pour vous l'illustrer. C'est un lot qui appartient au centre de services scolaire René Lévesque, qui est sur la rue Comeau, au nord des terrains de soccer. Avant la voie ferrée, il y a un champ. En fait, le centre de services scolaire est propriétaire des terrains, là où est la nouvelle résidence étudiante dans la rue Comeau, jusqu'à la voie ferrée. Et nous, on a des projets de développement, de logement, puis on manque d'espace. Puis on avait demandé, ça fait 2-3 ans qu'on travaille avec le centre de services scolaire, pour acheter une partie de leur terrain. On a fait faire une étude par l'Union des municipalités du Québec pour évaluer tout le potentiel, évaluer les besoins des centres de services scolaires, les besoins de la ville, pour voir s'ils peuvent nous vendre une partie de leur grand lot. Et on a convenu ensemble, ils ont accepté l'automne dernier par voie de résolution, de nous vendre une portion, en fait, ce qui équivaut à peu près, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'équivalent du champ. Là. Le champ est plus pâle, là, un peu, là, sur la carte. Le centre de services scolaire s'est montré favorable à nous vendre ce terrain-là à 2 conditions, essentiellement. Là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on avait un plan d'ensemble pour tout le terrain, mais ils nous ont dit on va y aller par phase, et on a divisé un peu ce développement-là en 2 phases. Et là, ce qu'on veut acquérir ce soir, c'est la portion là, où il y a plus de couleurs. Là. Il y a comme un plan d'aménagement qui a été développé par les services d'aménagement de l'Union des municipalités du Québec, là, à notre demande, pour un peu évaluer le potentiel. Ce qu'on veut faire à terme, on peut aller jusqu'à 160 logements là, dans ce secteur-là. On connaît le besoin énorme en logement, c'est ce qu'on vise, plus l'implantation d'une installation d'un CPE, Centre de la petite enfance, pour répondre aux besoins. C'est ce qu'on vise, il n'y a rien d'attaché dans tout ça, mais la première étape, c'était d'acquérir le terrain. Puis on travaille avec différents partenaires pour que ce projet-là se réalise. Et donc, d'abord, avant tout, ça prenait l'autorisation du centre de services scolaire de nous vendre le terrain, ce qu'ils ont fait. Et là, pour déterminer le prix de vente, le centre de services scolaire, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils demandent une évaluation marchande par une firme externe et ils nous vendent au prix de l'évaluation. L'évaluation a été faite, le rapport a été déposé le 16 janvier dernier. La valeur pour l'ensemble du lot est évaluée à 230 000 pour un terrain de 31 738 mètres carrés. Et nous, la portion qu'on souhaite acquérir présentement, ça représente 13 974 mètres carrés. Si on fait le calcul, ça représente en fait 101 267. C'est le montant qui serait payé au centre de services scolaire pour acquérir ce lot-là, pour ensuite pouvoir développer ces projets-là. Avec la résolution, ce qu'on vient de dire, c'est de confirmer qu'on procède à l'acquisition d'une partie du lot que vous voyez à l'écran pour 101 267. On autorise notre directeur général et greffier trésorier pour signer les documents nécessaires pour compléter la transaction. On mandate un arpenteur, Pascal Mercier, pour faire la subdivision, qui sont à nos frais, et on mandate un notaire, Maître Francis Toupin, pour préparer les documents pour la transaction. Et on prévoit dans la résolution, on prévoit payer cette dépense-là à même le surplus non affecté. Ça n'aura pas d'impact sur le compte de taxes concrètement pour 2026. Ça va nous permettre de développer du logement, ce qui est grandement nécessaire à Carleton-sur-Mer. Puis dans les enjeux qu'on a du logement, on y réfléchit de différentes façons depuis plusieurs mois. Un des défis qu'on a sur le territoire de la ville, c'est qu'il n'y a presque pas d'endroit où on peut faire du multilogement. Si on demande aux gens de construire des logements abordables, ça prend des 6, des 8, des 10, des 12, des 24 logements. Puis il n'y a à peu près pas d'endroit dans la ville où on peut le faire. La réglementation le permet, où il y a l'espace. Ça, c'en est un. Donc, ce qu'on vise, c'est vraiment de construire du multilogement dans ce secteur-là. Vraiment avoir plus de densité. Puis, donc, voilà. C'est ce qu'on veut faire avec ce projet-là. Et ça débute par une résolution qui est la 7.1. Quelqu'un propose? Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 7.2, acquisition du lot 6 643 476, route Saint-Louis, mandat un notaire et autorisation de signature.
Un autre lot, je ne sais pas si c'est possible de le projeter, celui-là aussi. C'est dans la route Saint-Louis, là, dans la portion nord, à la toute fin de la portion asphaltée. Il y a des boîtes postales qui sont là et c'est là où les autobus scolaires tournent. Ça fait office de simili rond-point. La route, on comprend que la route se continue. Le lot qui est visé, c'est le lot en vert, puis vous le voyez, là, donc une portion de ce lot-là, c'est un lot privé sur lequel, ben, si on pose la question, là, on pense que c'est un terrain public, là, parce qu'il y a toujours des autos stationnés là, il y a des camions qui se stationnent là, les autobus utilisent, Post Canada utilise ce secteur-là, mais on n'est pas propriétaire du lot. Et le propriétaire s'est montré intéressé à vendre un montant de 40 sous le pied carré. Pour le lot que vous voyez en vert, ça représente 20 000 en fait, pour cette superficie-là. On n'a pas besoin de la totalité de ce lot-là. On a besoin plus de la portion sur le bord de la rue, mais dès qu'on s'éloigne un peu de la route Saint-Louis, c'est une pente qui est très, très, très abrupte. Puis au bas de la pente-là, là où l'eau se termine, c'est un ruisseau. Puis il n'y avait pas de logique pour le propriétaire de nous vendre juste une bande sur le bord du chemin, de demeurer propriétaire d'une petite section abrupte. Donc, il nous vend l'eau au complet. Mais si vous êtes toujours d'accord, on pourrait procéder ce soir à l'acquisition pour le montant que j'ai dit, 20 000 On mandaterait aussi Maître Francis Toupin pour notaire pour préparer les documents. Puis la Ville s'engage à payer les frais de notaire dans ce projet. Ça vous convient? Oui, proposé par Régis Leblanc. Merci. 7.3, nomination de membres résidents du comité d'urbanisme. On avait 2 sièges libres au comité consultatif d'urbanisme. On a fait un appel à tous dans le hublot. On a reçu une candidature qu'on vient entériner ce soir. Il resterait donc un siège de libre. Avis aux intéressés. Et ce soir, on viendrait nommer Mme Roselyne Arsenault, qui est résidente, évidemment, de Carleton-sur-Mer, sur le comité consultatif d'urbanisme, qui a démontré un intérêt et qui a une belle feuille de route pour nous accompagner. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 7.4, entente pour accéder au service de SAC-CLIC. En fait, c'est une demande de notre service d'inspection d'urbanisme. On émet des constats, des constats lorsqu'il y a du camping illégal, principalement, du stationnement illégal. Il y en a souvent l'été. Vous le voyez, sous le banc de Saint-Omer, il y a certains endroits qui sont plus critiques. Et présentement, pour émettre un constat, il faut absolument parler à la personne, que la personne s'identifie avec une pièce d'identité pour qu'on puisse lui remettre. Donc, des fois, on peut arriver devant un motorisé, cogner, s'il n'y a pas de réponse à la porte. Même si on sait que les gens sont à l'intérieur, on n'est pas en mesure de leur remettre de constat s'ils ne se sont pas identifiés. Avec cette résolution-là, ce qu'on vient faire, c'est demander l'autorisation à la SAC d'avoir les renseignements des personnes avec l'immatriculation du véhicule. C'est une entente qui se fait, qui nous permet une fois qu'on constate une infraction, on relève le numéro de plaque, ça nous donne accès aux informations du propriétaire du véhicule. On peut émettre le constat. Ça va nous éviter des situations où on jouait au chat et à la souris, puis les campeurs savaient qu'ils s'ils ne nous donnaient pas leur pièce d'identité, il n'y avait pas de contravention. Donc là, on va éviter ces situations-là. On va pouvoir émettre des contraventions pour les contrevenants. Ça vous va? Il n'y a pas de frais pour ce service-là de la SAC. Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. 8, développement économique et tourisme, il n'y en a pas ce soir. Loisirs, culture et vie communautaire à 9.1. Entente intermunicipale pour l'aréna Léopold Leclerc, version révisée, autorisation de signature. On a amplement parlé là, de l'entente intermunicipale sur l'utilisation de l'aréna. On vient faire une petite modification. Là. Principalement, c'est dû au fait que Nouvelle va intégrer l'entente. Vous l'avez vu là, probablement. Ils en parlait à l'automne, juste avant les fêtes. Ils ont accepté d'adhérer à l'entente, mais l'entente, comme elle était montée initialement, elle prévoyait la contribution d'Escuminac, de Maria et de New Richmond. Nouvelle ayant refusé, mais on ne l'avait pas inclus dans le projet d'entente. Et là, on vient juste modifier pour ajouter Nouvelle avec la contribution. Puis il y avait une petite modification dans les montants demandés à Maria qu'on devait ajuster là, environ 1 000 $ dans l'entente. Donc on vient corriger le tout pour que les municipalités puissent signer le plus rapidement possible. On avait déjà les autorisations, les résolutions d'autorisation des municipalités. Alors voilà, quelqu'un propose. Posé par Régis Leblanc, merci. Travaux publics et bâtiments, pas de point. 11, sécurité publique. 11.1, rapport annuel 2025 des interventions du service incendie Avignon-Est. C'est un dépôt, tout simplement, là, de l'ensemble
des interventions qui ont été faites là, au cours de la dernière année là, pour les membres du conseil. Si vous voulez toujours le consulter, il y a possibilité. Là, mais donc, ça détaille là, tous les incidents puis les sorties des services là, par type d'appel qui ont été faits au cours de l'année dernière. Alors voilà, on n'a pas de résolution, ça n'est pas proprement dit. Pour le prochain point, ça va nécessiter une résolution, c'est le 11.2. Uniformisation des APRIA pour le service incendie Avignon Est. Les APRIA, c'est les équipements de protection respiratoire. APRIA, c'est appareil protection respiratoire individualisé, individuel. Donc, c'est le masque, la bonbonne, puis le harnais qui sert à tenir la bonbonne. Comme on est maintenant un seul service incendie regroupé Discuminac à Maria, on voulait uniformiser les appareils. Maria, on a des équipements qui ne sont pas de la même marque, qui ne sont pas compatibles. Lorsqu'il y a des combats, des interventions sur des feux, ce qu'on veut, c'est de pouvoir échanger les bonbonnes, entre autres. Là, les bonbonnes ont duré en minutes là, pour intervenir. Donc là, on peut s'échanger toutes les bonbonnes. Ce qu'on veut faire avec cette résolution-là, c'est acquérir des nouveaux équipements et vendre ceux de Maria. Ça veut dire 20... on achèterait 7 ensembles complets d'APRIA pour un montant de 78 145 et 20 ensembles mis aux normes des mises aux normes pour les équipements de Carleton-sur-Mer. Ceux-là de la caserne de Carleton-sur-Mer sont de la même marque, mais ils nécessitent des modifications pour être compatibles avec ceux de Nouvelle et les nouveaux de Maria. Pour ce petit changement-là, ça représente tout de même 63 883. C'est un montant total de 142 028. On va venir aussi aller chercher un léger revenu là, de la vente des équipements qui sont à Maria. C'est une dépense qu'on va financer à même notre fonds de roulement qu'on va se rembourser pendant 10 ans. En fait, c'est le service qui rembourse cette dépense-là, c'est-à-dire c'est les 4 municipalités qui vont rembourser cette dépense-là qui était prévue au plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté en décembre dernier, tout juste après le budget. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. Ça nous amène au point 12, prochaine séance du Conseil qui aura lieu dans 3 semaines, plutôt plus rapproché, le 9 février 2026, plus précisément. Comme il n'y avait pas d'autres sujets, on va pouvoir passer au tour de table du Conseil. Commencez par Mme Leblanc, si vous le voulez. Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, c'est un début d'année, fait que ça nous a amené à rencontrer, parce que vous savez qu'on a plusieurs dossiers à la ville, et la semaine passée, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes dans l'équipe municipale, dont, entre autres, le directeur développement économique, qui est M. Vincent Landry. Et la rencontre portait entre autres sur le dossier que j'ai, qui est tout nouveau pour moi, qui concerne l'administration portuaire. Fait que je voulais en découvrir un petit peu plus là-dessus. Fait que je suis bien contente de cette rencontre-là. Ça va amener, bien sûr, des opportunités à rencontrer les partenaires qui tournent autour de l'administration portuaire. J'ai bien hâte de commencer à ce niveau-là. Et aussi, bientôt, d'ici vendredi, il va y avoir le comité logement, comité habitation. Je pense que M. le maire nous en a parlé plusieurs à quelques points là, concernant les dossiers de logement abordable avec le projet Bastien et tout. Fait que c'est sûr qu'on a à cœur de développer notre ville parce qu'on est très conscient du manque de logement. Fait qu'on travaille très fort là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas une fois qu'on n'en parle pas de différents projets qui comportent soit le manque de terrain. En tout cas, on est très conscient des impacts que ça peut avoir sur notre ville. Ça nous préoccupe énormément. Et le dernier dossier que j'ai parlé la semaine passée avec le directeur, M. Vincent Landry, c'est entre autres mon dossier sur l'embellissement de la ville et des espaces verts. Encore là, c'est un dossier que j'ai énormément à cœur, mais ça ne concerne pas seulement le fait de mettre en place des fleurs dans notre ville. Ça touche différents aspects. Et entre autres, on veut relancer un comité de différentes personnes qui auraient le goût de s'impliquer. Fait qu'à un moment donné, on va vous inciter peut-être à donner votre nom si vous avez le goût d'y adhérer. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci. Mme Dallaire. Bonsoir tout le monde. Bonne année 2026. Pour vous dire, vous avez remarqué, on a de la neige cette année. Je ne sais pas si vous êtes aussi content que moi, mais les arpents verts sont ouverts.
on a fait un partenariat avec le Mont-Saint-Joseph là, pour l'entretien des sentiers. À date, en tout cas, moi, je suis allée quelques fois. Les sentiers sont magnifiques, très bien entretenus. Je vous invite à aller profiter de ces installations municipales-là. Et puis, bientôt, dans quelques semaines, le février festif va battre son plein du 5 février au 6 mars. Encore une fois, une programmation qui s'étend sur le territoire, tant à Saint-Omer pour le curling avec l'aréna aussi en plein air, la patinoire en plein air, que Carleton, dans les Sentiers Bastien, il va y avoir des contes, de la musique électronique. En tout cas, il y en a pour tous les âges. Je vous invite à aller voir la programmation. C'est encore une fois plein de belles nouveautés. C'est un partenariat, en tout cas, qui est cher à mes yeux, là, de la ville avec Bouge pour que ça bouge. C'est vraiment une belle animation. Puis, il ajoute toujours, là, il y a la semaine de relâche, donc des activités qui sont animées par les intervenants là, au gymnase du cégep. Donc, c'est intéressant d'avoir cette offre-là aussi pour les enfants qui sont en congé durant la semaine de relâche. Alors, il y en a pour tous les âges. Je vous invite à profiter de ces beaux événements-là qui s'en viennent. Et puis, jouer dans la neige. Merci d'être là, puis bonne fin de soirée. Merci. M. Turcotte? Bonne année 2026. Je n'ai pas vu encore. Puis, mes dossiers, c'est pas encore débuté. Là, au niveau du golf, fait que ça va débuter bientôt. Comme aviseur du golf, j'ai bien hâte de rencontrer ces gens-là. Moi, je suis né à côté du golf. Là, je connais pas mal la dynamique. Pour ce dossier des finances, ça va débuter aussi. Fait que je vais venir au cours de l'année. Fait que merci d'être là. Merci. M. Leblanc? Oh. J'en ai profité pour faire un somme. Ça a été long, les fêtes de Noël, hein? Bonne année tout le monde. Comme Mme Leblanc, Mme Dallaire, M. Turcotte, c'est le retour, c'est les nouveaux dossiers. Donc, moi, j'ai comme représentant de la municipalité à la MRC, j'ai aussi des comités de travail à la MRC comme à la municipalité. Alors aujourd'hui, c'était ma préparation, ma mise en contexte par la responsable du dossier culture à la MRC, Frédéric Casey. Donc, j'ai rencontré Mme Casey, connaître le plan de développement puis le plan d'action parce que la MRC bénéficie, comme la municipalité de Carleton, d'une entente cadre et l'argent vient du ministère. Il y a de l'argent de redistribuer et la ville de Carleton-sur-Mer, on bénéficie de certains volets dans l'entente cadre de la MRC. Fait qu'il y a 2 grandes rencontres annuelles qu'on m'a présentées, la planification et l'évaluation. Fait que je serai donc de la rencontre printemps et notre directeur des loisirs ici siège sur le même comité de travail. Fait que ça, c'était cet après-midi. Fait que ça lançait l'aventure. Le comité culturel de Carleton-sur-Mer, donc on a eu une première réunion, je vous avais parlé vite fait de ça, c'est la réunion de tous ceux et celles qui travaillent principalement au Quai des Arts dans la diffusion, la création, tout ça. Là, on a soumis un plan d'action à l'équipe et on se revoit pour prioriser des actions. Fait qu'on va être juste la prochaine rencontre, je regarde Mme Allard qui est du comité, on va travailler là principalement sur les actions de notre plan de travail. Aussi, il y a beaucoup d'activités culturelles qui se tiennent à Carleton. Là, le moment était venu, peut-être dans l'histoire, de faire une rencontre entre le privé, les organismes, la ville de Carleton. Donc, on a lancé une invitation à tous les gens qui touchent le privé. On parle de la marina, du Yumi, les gens qui touchent à la diffusion. On va travailler ensemble pour évaluer un peu, là, puis améliorer un peu, si on veut, l'écologie de notre milieu. Fait que ça vient aussi, cette idée-là, de la nouvelle directrice du club nautique, Mme Cynthia Penberthe, qui nous avait parlé de cette intention-là. Fait qu'on embarque là-dedans. Il faut dire qu'au réseau des bibliothèques, j'y représente la municipalité aussi, et le réseau vient de terminer la négociation de sa convention collective. Ça fait que, comme tout le monde, les gens demandaient du rattrapage, etc. Ça fait que ça vient de se terminer. Fait que j'ai participé à finaliser tout ça. Ça fait que, voilà, c'est la rentrée culturelle à Carleton-sur-Mer. Merci. Merci. M. Landry? Merci. Rapidement, bonne année à tous aussi, puis on commence nos comités aussi. Un de mes comités, c'est le CCU. Je voudrais féliciter Roselyne, que je connais déjà, que je vais travailler avec. Je suis content, on va travailler avec Roselyne. Excellent. Merci.
Je vous invite aussi pour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, on a passé différentes résolutions pour l'affichage. Là, ça a été, on a accepté le concept, donné le mandat, mais là, l'affichage urbain a commencé à être mis en place là, autour de la rue du Quai. Donc, tous les affiches vont être revues. Là. Pas les écriteaux sur les rues, mais tous les autres affichages. Là. Les endroits peuvent changer aussi. On a revu le positionnement. Il y en a qui sont faits pour être plus grosses, pour être visibles pour les voitures, pour les automobilistes. Puis il y en a d'autres qui sont faites vraiment pour les gens à pied, à vélo, qui sont plus petits. Donc, l'idée aussi, c'est de bien démêler, de bien comprendre un peu où on se situe, où sont les attraits, Mont-Saint-Joseph, les sentiers pédestres. Sentiers pédestres, c'est quai, les campings, souvent il y avait de la confusion sur l'accès. Donc, les équipes ont commencé l'installation de ces belles enseignes-là. Alors voilà, je vous laisse la parole pour les gens dans la salle. Questions, commentaires, suggestions. Peut-être juste, j'inviterai les gens en ligne aussi s'il y en a à nous poser leurs questions dès maintenant. On va pouvoir y répondre tout à l'heure. Je vous invite à vous nommer comme à l'habitude. C'est pas pour moi, c'est pour la postérité qu'on puisse savoir. À commencer par Mme Desgaris. Comme vous le dites, Mme Desgaris. Oui, c'est un commentaire à discuter avec Denise Leblanc. Denise, tu as mentionné que tu avais un projet de reverdissement et qui comprendrait autre chose aussi. As-tu pensé à venir rencontrer les gens de l'équipe verte? On est au ralenti un peu depuis quelques mois, disons qu'on cherche. Puis je pense qu'on pourrait faire une belle collaboration qui serait gagnant-gagnant des deux côtés. Alors, je pourrais... Bien, effectivement, c'est très bien ce que vous amenez ce soir. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité tantôt, mais par contre, vous avez entièrement raison. Puis on a glissé justement la possibilité d'arrimer les deux comités peut-être ensemble, peut-être pas tout le temps, mais c'est vraiment opportun ce que vous dites là, dans le sens que oui, il y aurait lieu, ne serait-ce qu'aller vers la plantation d'arbres et nécessairement pas tout le temps des fleurs. Tu sais, des choses comme ça. Oui, on en a parlé, puis je peux vous rassurer que c'est dans notre lunette, je ne sais pas comment dire, qui fait que oui, on va se tourner avec l'équipe. Je vais envoyer un mot aux autres membres de l'équipe, puis on pourrait peut-être t'inviter lors de notre prochaine rencontre. Bien, je sais que M. Landry doit normalement peut-être aller vers l'équipe verte et en parler. Là. Tu sais, je ne voudrais pas qu'on aille trop vite non plus, là, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Là. M. Landry? Ben, Vincent Landry, je crois qu'il s'occupe de ça aussi, si je ne me trompe pas. Ben, je ne suis pas certaine, non, mais... Il est venu une fois, mais on ne l'a pas revu. En tout cas, je sais qu'il m'a parlé de ce dossier-là. Le lien direct, habituellement, effectivement, c'est Stéphane Figueroa et c'est plus le service de l'urbanisme et de l'environnement, c'est Samuel Landry, maintenant Louis Breton. Mais là, si c'est pour ce dossier-là spécifique, j'imagine que vous allez pouvoir vous coordonner, vous parler. En tout cas, on a fait part de ça. Merci. C'est bon, merci. C'est bon. Oui, monsieur. Moi, il y a 2 points sur l'ordre du jour. Là. Vous parlez de 5 millions les bâtisses. Là. Oui. Comment vous faites, s'il n'y a pas eu d'appel d'offres, comment vous faites savoir ces 5 millions et il y a un estimé de fait? C'est estimé, c'est à la base des estimés des ingénieurs architectes. OK. Puis après ça, le développement que vous achetez, là, j'ai vu qu'il y avait une machine bleue, c'est dans un ruisseau, ça? Oui, effectivement. Ça veut dire que c'est une zone humide? C'est pas un milieu humide, non. On a caractérisé tout le terrain du centre de service scolaire. On a fait une caractérisation pour voir un peu les milieux humides dans ce terrain-là. Oui, là qui est le ruisseau, effectivement, c'est un milieu humide. Il y a une bande de protection là, du ruisseau. Mais le terrain qui est visé où on veut acheter, c'est une section qui est construisée. C'est le ruisseau Bastien, oui. Le terrain à ma mère, ils disent qu'il y a une possibilité peut-être que ça devienne un milieu humide. Ben nous, on a une étude, là. Vous le voyez, là. Le ruisseau, là, bon, on ne le voit pas très bien, là, mais il y a une bande bleue, là. C'est pas le ruisseau, c'est la bande de protection riveraine qui est autour du ruisseau. C'est le Bastien, ça. C'est le ruisseau Bastien, effectivement. Puis la portion en bas à gauche, là, sur le plan, là, il y a un peu de bleuté, là. Ça, il n'y a pas de ruisseau, là, mais c'est un milieu qui peut être un milieu humide, là, caractérisé. Ça descend vers le ruisseau. Puis après ça, j'avais une autre affaire. Pour les loyers, là, vous avez déjà parlé de ça. Avec le monde qui se tire là, à coups de fusil, là, puis d'avoir de même la garde-tonne,
Vous n'avez pas pensé de mettre des caméras? J'avais parlé de ça, de mettre des caméras pour c'est une protection des personnes âgées, pour qu'ils se fassent attaquer. Puis s'ils tombent malades ou qu'ils perdent connaissance, mais s'il y a des caméras, des surveillances, ils vont être trouvés avant qu'ils gèlent, comme au lac au saumon, ça arrivé. Mais ça, on pourra le vérifier, là, mais en fait, la ville n'est pas gestionnaire des logements. Donc, c'est pas à nous mais je sais que vous l'avez déjà dit, le commentaire a été retenu, mais c'est vraiment du côté de l'Office d'habitation. C'est eux qui gèrent les logements. La ville donne. Nous autres, la ville, c'est nous autres, ils font. Oh, oui. Nous autres, on paye, mais on n'a pas de suivi de ce qu'ils font, puis on n'a pas de recommandations à lui demander. Non, c'est pas ça que j'ai dit, là, mais je veux dire, il y a l'Office d'habitation, des Chaleurs, il y a un conseil d'administration, il y a une quinzaine de personnes de mémoire. Sur ce conseil d'administration-là, on a Esteban Figueroa, là, qui est absent, qui était malade ce soir, mais qui représente la ville sur le conseil. Donc, quand vous l'avez nommé, cet élément-là, Esteban l'a retenu. Je suis convaincu qu'il va en parler à l'équipe, mais ce n'est pas nous autour de la table qui prennent cette décision-là. On peut faire des recommandations, on peut suggérer des éléments, assurément, mais ce n'est pas nous qui est responsable de. Ça fait plusieurs années que tu l'avais mentionné, puis à un moment donné, dès qu'on te regarde au lac au saumon, il y en a une qui est décédée, puis des personnes âgées, c'est facile à attaquer pour les voler. C'est quand même une sécurité, il ne coûte pas des millions. C'est pas faire venir ICE là, les États-Unis. C'est juste mettre des caméras. Puis il y a une autre affaire, le salaire des élus, oui. C'est du public. Oui. Sur le site web de la ville. Je ne peux pas vous dire à quelle section, là, je pourrais vous le trouver, là, mais oui, c'est public. Ça serait marqué parce que l'idée, c'est, souvent, l'idée, c'est pour qu'ils montent les salaires pour attirer des candidats, mais il n'y a pas eu grand candidat dans aucune municipalité qui s'est présenté. Il n'y a pas eu de changement là, depuis 2018, de mémoire, là, au salaire, mais je pourrais vous donner les chiffres, là, mais c'est public, c'est sur le site web de la ville, salaire, oui. C'est sur le site web de la ville, puis aussi, les salaires des élus, c'est dans le rapport financier de toutes les municipalités, il y a une page où on doit présenter le salaire de l'ensemble des élus. Là. Ça fait que sur le site du ministère des Affaires municipales, vous pouvez consulter le rapport financier des municipalités qui ont déposé, mettons, le rapport financier 2024 là, de l'ensemble des municipalités au Québec. Il y a une page dans le rapport financier là, dans les annexes qui présente les salaires de... C'est-tu indexable à toutes les années, ça, ou ça reste pareil, mi-temps éternel, les salaires de temps en temps? En fait, il y a un règlement sur le traitement des élus. Le règlement prévoit une indexation annuelle. Cette indexation-là, c'est l'IPC, l'indice des prix de consommation, en octobre de l'année d'avant. Donc, pour 2026, il y a une augmentation qui était selon l'IPC d'octobre, qui était quoi, 2,4, c'est ça, 2,4 pour 2025, le salaire du maire, mon salaire 53 745, s'ajoute une allocation de dépenses, une allocation en partie imposable de 19 421. Ça fait un salaire total de 73 166. Pour les conseillers, c'est 9 298, toujours en 2025, plus une allocation de 4 650. Ça fait un total de 13 948. Parce que j'avais regardé, puis en 2024, le salaire du maire était pratiquement 8 000 de plus que la mairesse de Maria. Ça ne peut pas travailler pour être mairesse à plein temps. Maria, là, son nouveau salaire, c'est 5,47, ce qu'elle a annoncé. 47 000 plus l'allocation, 23, mais je crois qu'il y a une petite erreur dans le montant d'allocation, mais ça amène à 70, là, le montant qui est diffusé. Tandis que 2025, le salaire du maire ici, c'était 73, de ça 70 à Maria. New Richmond, je les ai sous la main parce qu'on est en train de regarder tout ça, là, 77 000 à New Richmond. Gaspé en Rivière, c'est moins 69 400 à Mkoui. Bonaventure, c'est 86 000. Êtes-vous encore maire à plein temps? Oui. Puis vous travaillez pour la MRC en même temps? Sur les heures qu'on vous paye à Carleton? En fait, c'est la notion de maire à temps plein, en fait, l'idée, c'est, moi, lorsque je me suis présenté en 2017, c'était dans cette optique-là, c'est de dire on veut se consacrer à temps plein
On va pouvoir offrir un service qui permet à des gens de ne pas dépendre d'un autre emploi, puis c'est ce qui se passe à Carleton-sur-Mer. Puis comme élu, bien souvent, il y a d'autres fonctions qui peuvent s'ajouter. C'est le cas de la préfecture. Dans mon cas, oui, je suis préfet depuis 2019. Là. Ça peut s'arrêter d'une année à l'autre, mais c'est une responsabilité que j'ajoute, c'est une charge de travail que je m'ajoute, mais qui est aussi complémentaire à mon rôle de maire, puis qui me permet qui a des avantages pour la municipalité aussi. Puis donc, c'est pratique courante dans le domaine municipal que de combiner. Je regardais sur Armée Automobile s'il y a un mécanicien qui travaille sur AP Chevrolet dans le temps qu'il est payé sur Armand, il y a quelqu'un qui va couper le salaire à quelque part. Ben, le règlement sur le traitement des élus, il peut pas prévoir des différents salaires selon. Puis il n'y a pas de notion d'heure. Tu sais, la responsabilité d'un élu municipal, c'est le même pour le maire comme pour les conseillers. La seule obligation au niveau de la loi qu'on a, c'est d'être présent aux séances publiques. Puis on ne peut pas en manquer plus que 3 consécutives. Donc, techniquement, là, selon la loi, un élu municipal, ça doit être présent au moins 3 mois aux séances publiques. On s'entend que, donc, après ça, chacun définit son il y a des gens qui peu importe le salaire, il y en a qui vont s'investir plus, moins, chacun est différent. Moi, je mets beaucoup de temps, je me consacre au développement de la ville et de la MRC aussi, parce que j'y crois et je trouve que c'est nécessaire, mais j'y vais selon les besoins. Mais chacun s'ajuste dans chacune des municipalités en fonction de son intérêt et son temps disponible, mais en ayant un salaire, comme dans ce cas-là, 73 000, mais ça permet à quelqu'un, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va se présenter aux élections, qui peut dire, ben moi, je peux me consacrer à cet emploi-là. Je pense que c'est... Oui, oui, monsieur. Denis Grégoire. Oui. J'appelle, on s'est parlé l'automne passé pour s'il y avait des fonds qui s'en venaient pour 26, pour un genre de terrain de pickleball, quelque chose. Moi, je suggérais peut-être quelque chose pour cette année, si vous n'avez pas le budget pour ça. C'est aller voir derrière de l'Hôtel. Eux, ils ont fait un terrain de tennis, puis ils ont fait des lignes pour le jeu de pickleball au terrain déjà existant. Puis ça, c'est moins de trouble qu'aller installer tous vos petits piquets que vous avez pour le terrain de pickleball, pour plus l'été pouvoir jouer sur le pickleball. Oui, bien en fait, ce qu'on a prévu pour 2026, c'est les terrains de tennis dans la rue Comeau. Il y a 3 terrains de tennis qu'on doit refaire. On va refaire toute la surface asphaltée, puis on va prévoir des terrains de pickleball là, directement. Donc on va le refaire, on va refaire le marquage, puis ça va être une nouvelle surface. Je n'ai pas les dates, là, les contrats n'ont pas encore été donnés, mais ce qui est prévu, c'est que ça soit fait en 2026. Vous allez pouvoir jouer. Et j'ai d'ailleurs prévu m'acheter des raquettes moi-même. Pas de doute, je ne serais pas dur à battre. Moi, pas encore, mon expérience est à 0, mais j'ai l'intention d'essayer le pickleball en 2026. On se verra sur les terrains. C'est bon? Oui? Moi, j'ai une petite question facile. Chaque municipalité a leur camion d'incendie. Chaque municipalité, ils ont un parking de camions. Mais le central, c'est Carleton. Comment ça marche? En fait, l'entente service incendie, c'est Carleton-sur-Mer, maintenant, la ville. Nous, on est responsable du service incendie partout. Les pompiers, c'est des employés municipaux de la ville de Carleton-sur-Mer. Okay. Les petits équipements nous ont tous été cédés. Les boyaux, les équipements de protection, je parlais tout à l'heure, les habits de combat. Maintenant, c'est la ville qui est responsable. C'est nous, c'est Carleton-sur-Mer, qui gère ces équipements-là. S'il faut acheter un nouvel habit de combat pour un pompier qui est basé à la caserne de Nouvelle, c'est nous qui le paye, c'est la ville qui le paye. Mais toutes les dépenses, après ça, on va chercher un revenu dans les autres municipalités. On s'est entendu pour se répartir la facture des 4 municipalités. Les villes, par exemple, gèrent, juste pour compléter, les villes sont demeurées propriétaires des casernes et des camions de pompiers. Okay. Donc les véhicules, c'est chacune des villes. Si une ville décide de s'acheter un nouveau camion, c'est sa décision, c'est elle qui la paye. Maria, une nouvelle caserne, ça demeure la ville de Maria qui est propriétaire de la caserne et des camions, mais là, tous les petits équipements, les outils autour, c'est regroupé au sein de cette même entité-là. Claire? Merci. C'est bon? Oui, Mme Degarry. J'ai oublié de me présenter, je m'appelais Mireille alors. Merci. Vous appelez encore ou vous appelez? Oui, encore. C'est bon. Oui. Oui. Si j'ai bien compris, tu fais du travail pour la MRC sur tes heures de travail de maire parce que il y a un effet, une conséquence à ton travail pour la MRC qui contribue à l'essor de la municipalité. Oui, en fait, oui, la portion sur les heures de travail,
Il n'y a pas d'horaire de travail d'un élu municipal, on n'a pas d'horaire. Donc moi, j'ai un travail à faire. C'est vous qui sont les juges du travail que je fais. Donc ultimement, aux 4 ans, vous devez juger si vous considérez que mon travail était satisfaisant. Mais donc moi, j'ai à cœur le développement de ma ville, donc je fais ça. À la MRC aussi, je joue le rôle de préfet, donc ça me demande du temps aussi. C'est certain que si je n'avais pas la préfecture, ma charge de travail serait moins élevée, mais je mets des heures, justement. Mais ça bénéficie à la ville, je pense. Je le fais parce que... Mais là, j'ai une question à poser en 20 ans. C'est genre, combien d'heures de travail supplémentaires à ta feuille de travail à la mairie que tu fais pour la MRC? Puis est-ce que tu as un salaire comme préfet de la MRC en plus? Comment ça s'équilibre, tout ça? Oui, j'ai un salaire comme préfet de la MRC. Puis, honnêtement, je ne calcule pas mes heures. C'est pas à couper là, entre les deux organisations. Donc, je suis assis à l'hôtel de ville, je réponds à des courriels pour la ville, des fois j'ai des courriels pour la MRC. Fait que tout ça se marie puis est complémentaire. C'est souvent, je parle de logement, on a des défis de logement à la ville. Mais on en a aussi à la MRC. Des fois, je rencontre des gens avec mon chapeau de préfet. Ça permet de ramener de l'information à la ville aussi. Donc, c'est pas... c'est deux fonctions qui sont... en fait, 90 MRC au Québec fonctionnent comme ça. Donc, c'est des fonctions qui sont souvent combinées puis qui sont complémentaires. Je pense Quel est le revenu supplémentaire? C'est 35 000 pour la MRC. Pour la MRC, ouais. Merci. Je voulais apporter un petit complément là, quand je suis arrivé à la MRC pour comprendre toutes ces réalités-là. D'abord, le mode d'élection du préfet dans notre MRC fait que ça va toujours, pour les 4 prochaines années du moins, être un maire dans le regroupement des maires qui siègent à la MRC, qui va être élu, qui va faire ce travail-là. Alors, ça prend un maire définitivement à temps plein, mais un maire qui peut intégrer ça, parce qu'il y a aussi des maires qui siègent à la MRC qui travaillent à temps plein. Le maire de Saint-Alexis ou le maire de Saint-André, qui a un 40 heures à l'extérieur, peut difficilement travailler la nuit pour la MRC. Alors, il faut comprendre que dans ce mode de fonctionnement-là, c'est heureux qu'un maire soit à temps plein pour assumer la responsabilité aussi de la préfecture. C'est peut-être que dans les MRC où là, il est élu au suffrage universel, bien là, c'est probablement quelqu'un qui devient à temps plein, qui n'est pas issu du milieu municipal nécessairement. Ça fait qu'on évite la chicane dans la cabane. Non, mais, tu sais, des infos claires, ça t'enlève... Pas de chicane dans la cabane. Non, mais tu as donné des informations claires. On n'a pas là à douter. Ah, ben là, il cache quelque chose, il fait peut-être. Non, il n'y en a pas de chicane dans la cabane. C'est sur le site web de la ville, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de. C'est public, puis vous, absolument. Ouais. Parce qu'on a 2 personnes qui nous représentent à la MRC. En fait, moi, quand il y a une rencontre du conseil de la MRC, moi, j'agis à titre de président du conseil de la MRC, je suis le préfet. Je suis là pour veiller au bien de l'ensemble de la MRC, de cette organisation-là. Je ne suis pas là pour représenter la ville. Donc, on a M. Leblanc qui est là, qui agit pour les intérêts de la ville autour de la table. En fait, je dis les intérêts de la ville, puis en fait, le conseil de la MRC, les élus qui sont autour de cette table-là, sont là pour administrer la MRC. Pour veiller, on est 12 autour d'une table pour administrer cette entité-là. Il y a une autre dernière petite question, là. Comme M. Landry, là, qui était ici, là, il a été une couple d'années qu'il travaillait comme 6 mois par année, il était 6 mois parti. Là. Il n'était pas à toutes les réunions. Puis je vois que son salaire était le même que toutes les autres. Il n'y a plus des assurances maladie. Pour les assurances, pas avec la ville, je ne sais pas. Là, je pense que habituellement, c'est avec l'employeur principal. Mais nous, la loi, ce que j'expliquais tout à l'heure, la loi dit qu'on ne peut pas manquer plus de 3 séances publiques consécutives. C'est notre seule obligation. Mais s'il y a une absence de plus de 3 séances publiques consécutives, le conseil peut décider par résolution de prolonger ce congé-là. Puis à chaque mois, le conseil a la loisir. Un conseil pourrait dire, ben nous, ça fait 3 mois, on pense que l'absence n'est pas justifiée. C'est un cas dans des cas de maladie où on sait que la personne va revenir, c'est pas par désintérêt ou quoi que ce soit, ben, le conseil peut décider, oui, on comprend cette situation-là, puis on prolonge. Je suis d'accord avec vous, mais là, à le payer quand il n'est pas là, c'est normal.
Ben ça, il n'y a pas de. La loi ne prévoit pas de cas comme ça. Donc, c'est lorsque les gens sont. Le règlement de traitement des élus prévoit un salaire annuel, peu importe le niveau. C'est la même chose pour tous les élus. Là, il n'y a pas de notion de rattacher au nombre d'heures travaillées. Là. Donc, chacun s'implique dans ses dossiers, mais ça n'a pas d'incidence. C'est un salaire qui est annuel, c'est un montant versé annuellement. C'est bon? Quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Proposé par Marie Dallaire. Merci. 2027, nouvelle agenda.